d'1 milliard de personnes confinées à travers le monde, environ 400 000 personnes infectées, plus de 15 000 décès, des chiffres qui font froid dans le dos. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est la vitesse de propagation. Aucun continent n'est épargné par le virus à la couronne ou encore le coronavirus. Parti de la Chine, il s'est propagé plus vite qu'une traînée de poudre en Europe, en Amérique et en Afrique, obligeant l'OMS à décréter la pandémie, obligeant également tous les pays à prendre des mesures restrictives pour freiner le virus, surtout que la communauté scientifique mondiale balbutie, pour ne pas dire qu'elle est impuissante. La bataille contre le Covid-19 est désormais l'affaire de tous et surtout de chacun. Elle est aussi l'affaire des médias. Quelle place ces médias accordent-ils à cette actualité? Sous quels angles l'abordent-ils? Quelles sont les difficultés rencontrées? Comment gèrent-ils la rumeur? Face à cette crise sanitaire mondiale, l'heure est-elle à la polémique? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale entre journalistes consacrée au coronavirus. Avec nous en plateau, Assalé Tiemoko, directeur de publication de l'Éléphant déchaîné. Directeur général de l'Éléphant déchaîné. Également Patrice Yao, directeur de publication de Le Matin. Directeur général de Le Matin, également président du GEPSI. Exactement. Merci. Félix Boni, directeur de publication à Weblogie, précisément à Abidjan.net. Et Bakary Sanogo du CICG, le Centre d'information de communication gouvernementale. Oui, c'est bien ça. Bonsoir, chers confrères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avant de démarrer, on va démarrer plutôt cette émission par le décryptage de l'adresse du président de la République. Pour la première fois depuis le déclenchement de la crise, le président de la République a pris la parole hier. Il a dévoilé une batterie de mesures, notamment l'état d'urgence, également le couvre-feu à compter de ce soir, 21 h. Écoutons-le. Mes chers compatriotes, le gouvernement et moi-même suivons avec une attention particulière l'évolution de la situation dans notre pays. Nous restons fermement engagés à mobiliser tous les moyens pour venir à bout de cette terrible pandémie. Ainsi, face à la progression de la pandémie dans notre pays, j'ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. Des mesures additionnelles seront prises pour renforcer le dispositif de prévention mis en place par le Conseil national de sécurité. Toutes ces dispositions ont fait l'objet d'un décret que je viens de signer aujourd'hui même. Il s'agit, premièrement, la fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle. Deuxièmement, l'instauration d'un couvre-feu de 21 h à 5 h du matin à compter du mardi 24 mars. Troisièmement, la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Et quatrièmement, le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. Cinquièmement, la création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance. Et sixièmement, le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. Septièmement, la détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades. Et huitièmement, la mise en place
d'un centre d'appel dédié au Covid-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication. Je demande aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger la population dans le souci d'éviter la propagation du coronavirus dans notre pays. J'ai aussi instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en vue de donner des suites judiciaires au non-respect de ces mesures et à la diffusion de fausses informations. Par ailleurs, nous allons renforcer le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie à travers un plan de riposte national d'un montant de 95 milliards 880 millions de francs CFA qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, à garantir la meilleure prise en charge des malades, à isoler et à suivre les personnes qui ont été en contact avec ces malades. Ce plan permettra aussi de poursuivre les efforts pour maintenir les populations à l'abri de la contamination. J'ai également instruit le Premier ministre de me faire une évaluation de l'impact économique et financier en concertation avec le secteur privé en vue de soutenir notre outil économique et soulager la population. Alors Félix, son discours était très attendu. Le chef de l'État a fini par prendre la parole. On a vu certains s'impatienter quand d'autres dénonçaient son silence. Est-ce qu'il faut dire que le président était silencieux? Non, parce qu'il y a eu d'abord le Conseil national de sécurité qui s'était réuni le 16 mars dernier et qui dit Conseil national de sécurité dit président de la République, puisque c'est lui qui préside ce conseil. Donc les résolutions qui ont été prises, les premières mesures qui ont été prises sous son autorité. Et donc on ne peut pas dire que le président est resté silencieux. Mais il fallait quand même observer à un moment donné. Je crois que ce discours et le ton martial que le chef de l'État a donné à ce discours relève d'un certain constat. On a vu à un moment donné les Ivoiriens qui s'amusaient quand même avec la mort. On avait l'impression que pour nous, en Côte d'Ivoire, c'était un jeu, alors que chaque jour, les chiffres se décuplaient un peu partout en Europe. Je dirais bien dans les pays développés qui n'arrivent même pas à trouver la solution à un mal, un drame humanitaire sur la planète. Et nous, on s'amusait encore à être dans les lieux publics, dans les maquis, à se regrouper à des centaines, alors que des mesures ont été prises pour que les gens ne se retrouvent pas à une cinquantaine. Donc finalement, il fallait que le président de la République adresse un message à la nation pour interpeller l'opinion, pour prendre des mesures corsées, renforcer les mesures qui avaient été prises, afin que chacun se rende compte que ce n'est pas du jeu, que chacun soit vraiment responsable, lui, non seulement de sa vie, mais également de la vie d'autrui. Exactement. Alors, Aïssaleh Tiemoko, finalement, une batterie de mesures, état d'urgence, couvre-feu, fermeture des restaurants, etc. Est-ce que vous êtes satisfait de ces mesures-là? Bon, les mesures qui ont été prises par le chef de l'État, je pense que cela est le résultat d'une évaluation qui a été faite. Des premières mesures. Des premières mesures qui ont été donc annoncées et cela correspond à un moment donné au niveau de contamination. Au moment où le chef de l'État parlait, nous étions, je crois, à moins de 30 cas. Et là, aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 73 cas. Et donc, les mesures déjà, on n'a pas encore vu leur efficacité. Automatiquement, le nombre de contaminés a bondi. Et donc, c'est une batterie de mesures qui correspondent à un niveau de contamination. Sans doute, si le virus continue de se propager dans le pays, d'autres mesures plus drastiques. À un niveau de prise de conscience des populations face à la pandémie. Justement, je l'avais déjà écrit, j'avais dit que, Félix l'a dit tout à l'heure, que les Ivoiriens, nous avons cette caractéristique de tourner tout en dérision, alors qu'il s'agit de vie, il s'agit de mort. J'avais écrit même que pour qu'on prenne conscience de cette affaire, il faudrait qu'on arrête de vivre. Beaucoup n'ont pas compris l'ironie que j'avais faite. Mais aujourd'hui, on est tous sûrs que le remède le plus sûr contre cette maladie, c'est la discipline. C'est le respect des mesures qui ont été édictées. Et donc, le chef de l'État a annoncé, il va falloir maintenant voir comment les Ivoiriens vont réagir. Et la mesure comme le couvre-feu est une mesure de choc.
Il n'y a que ce genre de mesures qui interpellent les populations. Alors justement, sur cette mesure, on entend certains, ou même un peu le lire sur les réseaux sociaux, qui disent que le virus ne se promène pas seulement de 21h à 5h du matin. Oui, mais c'est toujours les Ivoiriens qui sont dans cette logique-là ailleurs dans le monde. Vous voyez, même en France aujourd'hui, les maires ont été autorisés à apprécier la situation dans leur ville et même avec le préfet à instaurer des couvre-feux. Il y a plus de 10 villes aujourd'hui en France qui ont couvre-feu. Le couvre-feu, ce n'est pas pour empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Le couvre-feu, c'est d'empêcher le niveau de contamination. Et on sait tous que les Ivoiriens, la nuit, beaucoup se promènent et qu'ils sont dans les maquis. On a vu le préfet d'Abidjan qui a fait une tournée dans les maquis de la nuit, les bars. Et on a vu que les Ivoiriens... plein de monde. C'était plein de monde. Les gens vivaient comme si on n'avait pas ce virus dans notre pays. Et donc, la mesure de couvre-feu, elle vient à point nommé. Il y a vu l'ironie que les gens font comme si le virus était la nuit. Non. Et il faut que les gens comprennent que un président a parlé de guerre, que nous sommes en guerre sanitaire. Et quand on est en guerre, on adapte le mode de vie à la situation de guerre. Et donc, le couvre-feu se justifie. Peut-être même qu'il va falloir aller plus loin dans les mesures pour que le virus n'envahisse pas le pays. D'accord. Alors, Patrice Yao, comment vous avez apprécié ces mesures-là? Non, je pense que le président a pris les mesures qu'on attendait. Parce que, vous le constaterez, après donc la réunion du Conseil national de sécurité, les décisions qui avaient été prises, on a eu tous le sentiment, ou du moins on a constaté les Ivoiriens qui ne respectaient pas ces mesures-là. Pas tous les Ivoiriens, certains Ivoiriens. Non, je dis les Ivoiriens. Il y en a quand même qui ont pris la pleine mesure de la menace. Madame, je vais y arriver, mais je pense que, je dis les Ivoiriens parce que bon, écoutez, c'est généralement qu'on le dit. Alors, le président de la République, par rapport donc à ces différentes mesures prises, on constate que la plupart des Ivoiriens ne respectaient pas ces mesures. Ça le disait tantôt, le préfet d'Abidjan était donc en tournée au niveau donc, du district d'Abidjan. On a pu faire un certain nombre de constats, mais ce sont des constats qui étaient choquants. Et donc, je pense, de mon point de vue, que ce que le président de la République a décidé hier, le président de la République va en guerre. Il déclare la guerre contre le coronavirus. Et je pense que c'est extrêmement important parce que, madame, regardez un peu ce qui se passe en Espagne. Aujourd'hui, on nous apprend que l'Espagne dénombre aujourd'hui 600 morts. C'est énorme. L'Italie, 742 morts, mais c'est énorme. À quel moment nous Ivoiriens ou alors Africains, allons prendre conscience? On a entendu des gens dire, bah, écoutez, c'est une affaire de blanc, c'est une affaire qui ne peut pas arriver ici, le soleil résiste contre cette maladie. On a tout entendu. Donc je pense qu'il faut sortir de l'indiscipline, il faut arrêter l'indiscipline. Je pense que pour qu'on puisse freiner, stopper cette maladie, le président était obligé donc de prendre ces mesures martiales dont parlait tout à l'heure Félix Boni. Bakary Sanogo, des mesures martiales, vous partagez également ce point de vue? Oui, je dirais que le président de la République a fait preuve de leadership. Je pense que c'est ça le leadership. Je pense que hier, lorsque les Ivoiriens ont écouté ce discours, je suis sûr que certaines personnes ont bien dormi. Ils ont bien dormi, la tension... Et les rues se sont vidées automatiquement. Oui, ils ont bien dormi, la tension a baissé. Ils se sont dit que le pays est gouverné, qu'il y a un leader, qu'on a un capitaine qui tient bien le gouvernail. Et je pense que c'est ce qui est attendu d'un leader. Le président a observé la situation. Après les mesures du 16 mars, il s'est dit, non, il faut monter, il faut aller, peut-être, je ne sais pas si on est encore à la vitesse de croisière. On souhaite être à la vitesse de croisière pour ne pas être à autre chose. C'est-à-dire que la pandémie n'aille pas plus loin en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je pense qu'il lui fallait prendre cette décision. Il a observé, minute après minute, il s'est dit non, il était temps de passer à cette phase pour, en tout cas, contribuer à la sensibilisation. Des mesures adaptées au niveau de contamination, également au niveau de comportement des populations, on va le dire. Ah oui, dans le discours du président, qu'est-ce qu'on retient? Responsabilité, discipline. Lui, il a fait preuve de responsabilité, il a pris ses responsabilités à tout le monde, à toute la population, de faire également preuve de responsabilité et de se discipliner. Oui, allez-y. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, en faisant le tour de table, on a vu que nous avons un peu plus mis l'accent sur l'indiscipline des populations. Mais le chef de l'État, dans le discours qu'il a tenu hier, a aussi condamné ce qui s'est passé à l'INJS. Et cet événement, ce confinement loupé est le symbole de l'indiscipline qui règne dans ce pays, à la fois au niveau de la population et à la fois aussi au niveau des décideurs. Cette affaire va être un furoncle sur le visage de tout le gouvernement de Côte d'Ivoire.
ce raté qui est monumental. D'ailleurs, le chef de l'État a utilisé des mots très forts. Il a dit qu'il ne voudrait plus que cela se répète. Mais voilà, le mal est déjà fait. Et aujourd'hui, nous sommes à 73 cas. Oui, 48 nouveaux cas enregistrés 48 en nouveaux cette cas journée. enregistrés en moins de 48 heures. Vous voyez? Et tout de suite, on se dit, mais ce qui s'est passé à l'INJS, est-ce que cette raté-là n'est pas à la base d'une telle propagation du virus dans notre pays à ce niveau-là? Et donc, il va falloir, le chef de l'État a dit que nul n'est au-dessus des lois, les populations sont à la fois les dirigeants et les populations. Vous allez demander une enquête à tous les niveaux. Mais après, il faudra faire le débat. Pour le moment, nous sommes dans l'urgence et donc il va falloir aller à l'essentiel. Mais après, on ne fera pas l'économie de cette affaire. Il faut qu'on situe les responsabilités et que plus jamais ce genre de choses ne se reproduisent. Ou bien alors, on est tous égaux devant la loi, le chef de l'État l'a dit, ou bien on n'est pas égaux devant la loi. Il n'y a pas de raison que des individus se soustraient à une mesure prise par un État et qu'aujourd'hui, cette affaire crée la psycho dans le pays et que tous les Ivoiriens se disent mais si on avait bien géré cette affaire de UNJS, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, donc il faut qu'après cette affaire, je pense que la crise finalement, on va la vaincre, mais après il faudra faire ce débat pour qu'on nous situe les responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi certains ont pu échapper? Et pourquoi on a libéré tout le monde dans la nature? Et aussi, les Ivoiriens aussi. Des gens sont venus de l'Europe, de pays qui sont envahis par le virus. Et qui arrivent dans leur pays et qui veulent être reçus comme des princes et qui protestent partout. On les libère et on découvre qu'ils sont dans la nature. Il y en a qui prennent leur voiture, ils vont dans leur village, ils vont à Paris, pardon, à Boaké, ils vont à San Pedro, alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas été autoconfinés, ils n'ont pas été confinés. Il y a beaucoup d'irresponsabilités et il va falloir qu'à terme on traite ces questions-là. On vous a entendu, on vous a compris également. Oui, oui, moi je dirais que c'est vrai, il y a eu l'épisode de l'INJS, le président de la République, en disant ce qu'il a dit. Il reconnaît qu'il y a eu des dysfonctionnements, qu'il condamne, mais je ne pense pas qu'il faille dire qu'on a libéré les gens dans la nature. Il y a eu des dysfonctionnements. Personne ne s'attendait à cette crise. Personne. Ni du point de vue sanitaire, ni du point de vue sécuritaire, avec les modestes moyens que nous avons. On condamne la situation, on déplore ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, au passage, je pense que c'était une bonne chose. On s'arrête à condamner ou on poursuit vers une enquête? On s'arrête à la condamnation, il y a des responsabilités à situer, une enquête, oui, bon, je ne suis pas de la justice, mais je pense que c'est important de savoir ce qui s'est passé. Ceux qui ont été soustraits ou bien qui se sont soustraits à la chose, ils sont passés sur les médias, ils ont présenté des excuses. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore imaginé l'ampleur de la chose. Encore une fois, la question de la sensibilisation, du rôle des médias, je pense qu'à partir du discours du président de la République, à partir de ce que nous savons aujourd'hui de cette crise, plus personne n'est prêt à s'amuser avec cette crise. Donc les gens ont pensé que c'était de la plaisanterie. Et aujourd'hui, ceux qui ont fait cela, je pense qu'ils sont les premiers à le regretter. Et ils ont présenté des excuses. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin pour contenir tout cela avec l'espoir qu'ils iront... Bon, et puis de toute façon, ce n'étaient pas des gens qui étaient contaminés. Non, on n'a pas dit cela. On a voulu un confinement, la logistique ici et là n'a peut-être pas suivi, le gouvernement a évalué la situation, ils ont compté sur la bonne foi des gens, sur la discipline des gens, sur la responsabilité des gens, ça n'a pas été le cas. Alors le président de la République, hier, dans sa sortie... Il n'y a vraiment rien de sûr, justement, il oui, fallait les garder pour rien ne dit non savoir plus qu'il y avait des contaminés. On a rien ne dit qu'ils n'étaient pas contaminés non plus. Qui viennent de pays contaminés. Et c'est un système qu'on voulait mettre en place pour voir, voilà, ceux qui, s'ils étaient contaminés, ils restaient là, confinés là. Bon, mais on ne dira pas que tous ces voyageurs étaient contaminés. Voilà, bon, il y avait des risques de contamination, bien sûr. Oui, c'est des risques graves quand même. Voilà, des risques graves. Mais il ne faut pas dire qu'ils étaient contaminés parce que si on ne donne pas la bonne information, tout cela participe de la psychose, la situation est grave. Mais il ne faut pas faire peur aux Ivoiriens. Il faut expliquer les choses, il faut donner les informations correctes. Je pense que c'est le sens de cette émission. Justement, ne pas faire peur aux Ivoiriens, et je pense que c'est cela qui situe le niveau de responsabilité de ceux qui éventuellement ont causé cet incident de l'INJS, parce que parmi ces personnes, il y a quand même des icônes qui auraient pu quand même... Aujourd'hui, ces icônes ne peuvent pas lancer un message pour dire aux Ivoiriens, écoutez, c'est quelque chose de dangereux, parce que les gens vont réagir autrement. Je pense que... on peut effectivement dire que peut-être il n'y a pas de contaminés parmi eux, mais ils viennent déjà d'un pays qui est en train de se débattre pour en sortir. Et donc, a priori, ce sont des suspects. A priori, on a des soupçons de contaminés parmi eux. Ils auraient pu carrément se soumettre à la discipline de leur pays. Et quand on est une icône, il faut parfois donner le bon exemple. Et je crois qu'ils se sont excusés, c'est bien, mais je pense que
à la décharge des indisciplinés, ceux qui, à un moment donné, ont failli échapper aux différentes mesures, il y a ces personnes qui ont donné le mauvais exemple. Et ça, je pense que peut-être il aurait été intéressant qu'il y ait peut-être une sanction prévue. Malheureusement, comme c'est une situation qui n'était pas déjà prévisible, il n'y a pas de sanction prévue. Sinon, ces personnes auraient pu être sanctionnées de façon exemplaire, de sorte que cela puisse servir d'exemple à quiconque. Et le chef de l'État a été bien clair. Nul n'est au-dessus de la loi. Et nous sommes égaux devant la loi, devant la maladie. Qui aujourd'hui, si tout le monde, chacun savait un jour la couleur de la mort, je crois que personne n'aurait arboré cette couleur. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer quelque part. Si quelqu'un vient de l'Europe, il n'y a pas mieux que ces personnes pour savoir la gravité de ce qui est en train de se passer. Parce qu'au moment où ces personnes posaient cet acte, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on avait on avait un seul cas. Avec un seul cas. Et donc, vous quittez un pays où il y a des centaines de cas, vous rentrez dans votre pays où il n'y a qu'un seul cas, vous devez être les plus disciplinés, vous soumettre à cette discipline. Aujourd'hui, c'est 73 cas qu'on enregistre présentement. Je dirais qu'ils sont aussi responsables de ces 73 cas parce qu'ils sont aussi responsables de l'indiscipline qui a prévalu après leur acte à l'INJS. Parce que cet acte aura été l'un des incidents majeurs qui a contribué à multiplier l'inconscience dans la société parce qu'en le regardant, on se dit, si eux ils le font, nous aussi, nous tous, on peut se libérer. Mais cela n'excuse aucunement l'irresponsabilité de ceux qui les ont suivis parce qu'il est question de sa propre vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un a posé un acte de cette gravité-là que moi, je vais me libérer pour dire, oh, la mort, je peux me livrer à la mort, je vais à la mort, à la rencontre de la mort. Non. Il y a chacun doit être responsable. Il y a la responsabilité individuelle. Il ne faudrait pas regarder ce que les autres ont fait pour dire, comme ils ont fait, moi aussi, je peux m'amuser. Non. Il y va de la responsabilité de chacun. Mais en plus, que chacun sache que de sa responsabilité, également, découle également sa responsabilité vis-à-vis des autres. Vous pouvez prendre la maladie, ne pas en mourir, et votre enfant que vous aurez contaminé peut en mourir. Et c'est ce jour-là que vous verrez le niveau d'irresponsabilité que vous avez eu. Patricia, votre regard sur l'épisode de l'INJS? Je pense que sur cet épisode, la situation est grave. Et quelqu'un disait tout à l'heure sur le plateau, écoutez, aucun gouvernement n'a été préparé vraiment à cette crise. Donc, les hésitations qu'il y a eu, on peut comprendre, mais on ne peut pas tolérer. Et je crois que le président de la République a été très ferme là-dessus hier en le disant. Moi, je pense que après, il faudrait que, si nous arrivons à vaincre cette maladie, j'espère qu'on le fera assez rapidement, il faut qu'il y ait un après-coronavirus. Parce qu'il faut en tirer toutes les conséquences, les leçons de tous ces comportements et puis essayer de voir comment est-ce qu'on les corrige. Et je pense que c'est cela le plus important parce qu'en ce moment, je suis parfaitement d'accord, il y a une urgence. Et je crois que l'urgence, c'est de regarder comment est-ce que nous allons parvenir, en tout cas, à freiner, stopper cette maladie. Alors justement, à ce sujet, le président de la République, lors de son adresse hier, a appelé toutes les composantes de la société à se mobiliser autour de cette maladie qui fait des ravages. Nous sommes à 73 cas. Comme vous l'avez dit, on va écouter encore le chef de l'État. Chères sœurs, chers frères, dans cette lutte que nous menons contre la propagation du Covid-19, notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Je voudrais à cet égard condamner les actes d'indiscipline et les cas d'exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine à l'INJS, des ressortissants ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens à leur entrée sur le territoire national. Je voudrais réaffirmer que nous sommes tous égaux devant la loi et devant la maladie. Par conséquent, je n'accepterai pas que cela se reproduise à nouveau. J'exhorte toutes les forces vives de la nation, les chefs traditionnels, les guides religieux, les leaders politiques, les élus, les artistes, les sportifs, les professionnels des médias et tous les autres membres de la société civile à se joindre au gouvernement pour l'information et la sensibilisation de nos populations. Nous devons être unis face à cette maladie en renforçant la sensibilisation autour de nous, auprès de nos enfants, de nos familles, de nos amis.
c'est un appel à l'union sacrée que je veux lancer pour sauver nos vies, pour sauver notre chère Côte d'Ivoire. C'est ensemble, dans l'union, la solidarité et la discipline, que nous sortirons de cette crise sanitaire à laquelle nous devons faire face. J'adresse mes encouragements à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie Covid-19, en particulier le personnel médical à qui je rends hommage pour son dévouement. Alors, Saleh Tiemoko, information, sensibilisation. Comment appréciez-vous de façon générale le rôle que joue la presse en ce moment dans la gestion de cette crise-là? Bien, il faut dire que je peux dire qu'il y a deux types de presse dans presque tous les pays. Il y a la presse traditionnelle, les journaux qui paraissent tous les jours en quotidien comme en hebdomadaire, comme vous voulez, et qui sont strictement soumis à une régulation à travers l'ANP, et donc qui contrôle ce que nous publions. Et cette presse-là, écrite-là, de façon générale, est très responsable, et donc donne des informations qui sont plus ou moins vérifiées. Et puis à côté de cette presse, vous avez une presse en ligne. Félix est là, qui travaille pour... oui, il nous donnera son exemple tout à l'heure. Abidjan.net, qui, contrairement aux autres, fait un travail professionnel. Et donc, à côté de ça, vous avez des médias en ligne qui sont dirigés par des individus. Vous savez, on est à peu près 500 journalistes professionnels en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez 15 millions de journalistes sur les réseaux sociaux. Et qui sont chaque là, Ivoirien est journaliste. Chacun est un journaliste qui prend un bout d'information, la démultiplie, la gonfle et la balance sur les réseaux sociaux. De sorte que si vous n'êtes pas un professionnel, vous êtes envahi par un flot d'informations qui à 99% sont fausses. Vous voyez? Et donc, cette affaire, comme le chef de l'État l'a dit, la menace la plus réelle qui nous guette, c'est la désinformation, c'est l'indiscipline. Alors, les médias classiques, on va dire les médias régulés, voilà, régulés, la presse écrite, la télé, la radio et la presse en ligne également. Alors, ces médias-là formés, comment vous appréciez aujourd'hui leur travail avant d'en revenir au... Oui, mais ce que je vous dis, c'est que déjà avec les mesures qui ont été prises par le chef de l'État, le couvre-feu et toutes les autres mesures, la presse classique va avoir du mal à travailler. Dans des pays déjà comme au Maroc, déjà, les journaux sont suspendus. Parce qu'on a découvert aussi que les journaux, la distribution, le papier, c'est aussi un vecteur de transmission de cette maladie-là. Donc, à terme, les journaux classiques vont s'arrêter. Et donc, pour le moment, ils font le travail. Ils relaient les informations que le gouvernement diffuse. Et donc, on ne fait pas de diffusion de fausses informations. Par conséquent, je peux dire que les journaux classiques font correctement le travail. Mais à côté de ça, comme je l'ai dit, il y a les médias en ligne. Le chef de l'État a demandé que le ministre de la Justice traque ceux qui diffusent les fausses informations. Il va falloir que, vous voyez, chacun a le droit de jouer avec sa vie. Le suicide, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas un délit. Chacun peut se suicider. Mais celui qui assiste quelqu'un se suicider commet une infraction, qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Et donc, un État responsable, c'est celui qui fait en sorte que personne n'échappe de ce qu'on appelle la loi. Il n'est pas acceptable que dans un État sérieux, des individus à longueur de journée diffusent de fausses informations et que la riposte ne soit pas à la hauteur de la désinformation. Et le président l'a dit, il faut que le ministère de la Justice, les forces de l'ordre, tout ça, toutes ces questions-là, soient extrêmement vigilants parce que le coronavirus est une maladie très grave, mais une maladie encore plus grave, c'est la peur. Désinformer les gens, c'est créer le désordre. Et le désordre est un carburant qui diffuse le virus. Donc, il va falloir que l'État soit extrêmement vigilant dessus. D'accord. Alors, vous, votre cas, l'éléphant déchaîné, vous sortez, on va dire, une fois par semaine. Comment vous contribuez à la lutte? Vous avez prévu d'autres moyens de reconversion ou d'adaptation? Oui, mais enfin, nous sommes en train de... Bien sûr, tous les jeunes sont en train de se reconvertir pour avoir un aspect numérique. Ça, c'est indispensable. Donc, on s'adapte tous. Mais je veux dire que nous, on est un peu spécifique. Hein. L'éléphant déchaîné, c'est de l'investigation. Donc, nous, par exemple, l'affaire de l'INJS, elle nous intéresse. Nous sommes en train d'investiguer dessus pour pouvoir sortir quelque chose que les gens sachent. Donc, nous ne faisons pas du factuel. Il y a déjà des premiers éléments? Ah oui, on sait un peu ce qui s'est passé, mais on n'en parlera pas ici. Je veux dire que nous travaillons sur le factuel. Le chef de l'État a dit que 95 milliards sont mobilisés pour organiser la riposte. On va voir comment ça va être utilisé, parce que les hôpitaux
pour le moment, n'ont pas beaucoup de moyens. Et là, il faut le dire, il faut saluer le travail et le courage de nos médecins, de nos infirmiers, de nos aides-soignants, de santé. Personnel de santé, parce que c'est surtout ces personnes-là qu'il faut qu'on protège. Parce que si on a des malades que le personnel de santé est démobilisé et démoralisé, en ce moment-là, on est tous en danger. Et donc, nous, on enquête pour savoir les ressources qui sont mobilisées. Est-ce que ça va là où ça doit partir? Est-ce que les masques qu'on doit commander sont vraiment commandés? Tout ça, c'est ce que nous faisons. Donc, nous ne faisons pas de factuel, donc nous ne suivons pas le flot d'informations chaque jour. Nous paraissons une fois par semaine. Donc, on prend le temps de vérifier ce qui se passe avant de publier. D'accord. Alors, à Weblogy, on va dire à Abidjan.net, vous êtes sur le numérique avec une présence sur les différents types de canaux. Sous quel angle vous abordez la crise? Sous l'angle du sursaut médiatique, parce que dès qu'il y a eu le Conseil national de sécurité le lundi 16, le lendemain 17, nous avons eu une réunion de crise et le mot d'ordre, c'est focus sur le coronavirus pour donner le maximum d'informations. Vous ne traitez pas d'autres choses? Vraiment, il faut que cette autre chose ait un impact quand même un peu important pour qu'on l'aborde. Mais on est à 98% focus sur le coronavirus, 24 heures sur 24. Et nous sommes à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde, mais également en particulier en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire, pour donner le maximum d'informations aux Ivoiriens. Et moi, en tant que directeur de publication, je fais le tour de tous les points focaux, là où on peut avoir des informations sur... monsieur le directeur de la communication du CICG est sur ce plateau, il sait bien que j'ai pris contact avec lui pour ne pas que nous rations une seule information. Mais j'ai à déplorer quand même qu'à certains niveaux de pôle de diffusion de l'information, il y a de la rétention d'informations. Aujourd'hui, le président de la République a donné des instructions au ministre de la Justice pour traquer les fake news. Mais pour ne pas que les fake news prospèrent, il faut anticiper sur les fake news. Il faut donner la bonne information à l'avance parce que les fake news, ça prolifère sur les réseaux sociaux. Et une information lancée sur les réseaux sociaux n'appartient plus à personne. Ça court, ça se démultiplie au même titre que le coronavirus. Il ne faudra pas laisser les fake news prospérer. Et là, je n'ai pas envie de citer certains pôles, mais parfois je suis très désolé. Je me retrouve vraiment désolé. Je me suis retrouvé à me plaindre parfois. On verra tout à l'heure comment, au niveau du gouvernement, on organise la communication. Comment la communication s'organise au niveau du gouvernement. Heureusement qu'on en parlera. Et s'il le faut, on va dénoncer certains pôles qui font de la rétention d'informations. Mais au niveau de Weblogy, nous sommes effectivement focus. Et je remarque également, de façon générale, que tous les médias ivoiriens ont quand même ce sursaut médiatique. Je remarque que la plupart des médias consacrent quand même la grande une à l'événement. Quelques-uns ne consacrent pas la grande une, mais consacrent au moins un encart à leur une à l'événement. Quoique, je peux déplorer quand même qu'il y ait quand même quelque part un peu de politisation de certains titres. Parce que lorsque le chef de l'État a lancé l'appel en disant j'appelle à l'union sacrée pour sauver nos vies. Il n'a pas dit pour sauver ma vie, la vie des miens, mais il a dit nos vies. C'est-à-dire c'est un message inclusif. Et j'ai vu comment certains leaders politiques ont saisi la balle au bon pour également reprendre comme un refrain le même appel à l'union sacrée. Je peux citer quelques noms. Juste après le discours du chef de l'État, je reçois une déclaration de Simone Gbagbo, l'ex-première dame, qui appelle à l'union sacrée et qui demande de dépolitiser le débat sur cette affaire parce qu'il s'agit d'un drame humanitaire. C'est un discours vraiment dépourvu de toute recherche de prébande politique. Je note encore un discours d'un autre leader politique, Anaki Kobena, qui fait des propositions par rapport au sujet pour dire qu'il faudra qu'on anticipe pour que ce genre de choses, quand ça arrive en Afrique, on sache comment est-ce qu'on pourra avoir la résilience nécessaire pour faire face à ces situations. J'ai apprécié ce discours. Ça veut dire que si déjà des opposants embouchent la même tempête que le chef de l'État, il n'appartient pas à nous, les journalistes, de jouer le rôle des opposants à leur place. Il faudra qu'on joue notre rôle de journaliste et qu'on ait ce sursaut médiatique comme ça a été le cas aux États-Unis lorsqu'il y a eu le 11 septembre, pour qu'on puisse apporter notre contribution, informer au maximum les populations sur les mesures à prendre, dénoncer les irresponsabilités comme ce qui s'est passé à l'UNJS et les implications dans certaines communes et dénoncer chaque fois qu'il y a un fait pour que les dirigeants puissent avoir les informations vraies et continuer à prendre des mesures qu'il faut pour qu'on sorte tous vivants de cette situation. Patrice Yao, vous êtes également le président du GEPSI, donc vous avez, on va dire, un regard panoramique sur ce qui s'est fait dans les médias. Oui, qu'est-ce que vous observez? Oui, moi je voulais vraiment saluer le travail des médias. Je pense que
il ne faut pas vraiment se faire la fine bouche. Et chaque fois que, vous savez, chaque fois qu'il y a eu des crises en Côte d'Ivoire, généralement, tous les rapports, tous les regards ont été tournés vers la presse. Les accusations, c'est la presse qui met le feu. Mais je pense que pour une fois, vraiment, la presse se comporte de façon citoyenne. Et je pense que ce qui s'est passé est extraordinaire. Le président a parlé de guerre. C'est vrai qu'on peut déplorer un certain nombre de choses dans un certain nombre de journaux, mais l'essentiel des journaux, aussi bien au niveau de la presse écrite comme au niveau de la presse digitale, les responsables, je ne parle pas donc des sites dont Assalé parlait, je pense qu'ils font quand même un travail citoyen et un travail remarquable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président et le gouvernement de la République ont arrêté un certain nombre de mesures, et ces mesures, chaque fois que vous prenez peut-être chaque jour les quotidiens qui sortent, vous constaterez, c'est comment est-ce que les Ivoiriens se comportent vis-à-vis, comment est-ce qu'ils appliquent ces différentes lois-là. Et vous allez voir certainement qu'il y a des enquêtes pour voir est-ce qu'au niveau des transports, les mesures arrêtées par le gouvernement sont respectées, est-ce qu'au niveau des maquis, restaurants, bars, est-ce que c'est respecté, je pense qu'il faut un travail remarquable, il faut les saluer. Et il faut certainement les accompagner aussi parce que ça ne sera pas facile. Je crois que tout à l'heure, quelqu'un disait qu'au Maroc... Il a commencé le cas du Maroc. D'accord. Alors, on a demandé aux populations ivoiriennes comment... Je reviendrai à vous. On a demandé aux populations ivoiriennes comment elles appréciaient le rôle des médias en cette période de crise. C'est un micro-trottoir réalisé par Astou Touré. Nous tenons à féliciter nos médias publics et même privés qui mènent un grand travail de sensibilisation, que ce soit en langue locale, que ce soit par nos différents artistes. Et cela contribue à la sensibilisation de nos populations. Les journaux sont également dans cette campagne de sensibilisation et nous voulons que ce soit plus au plan local, que nos radios de proximité puissent prendre le relais pour que nos populations à l'intérieur du pays soient véritablement sensibilisées sur le mal qu'est le coronavirus. Actuellement, l'information est passée, à mon sens, parce que les enfants, que ce soit à Abidjan ou bien dans les villages, les gens sont informés, grandes personnes comme enfants, et certains enfants même témoignent de voilà, voici ce qu'il faut faire. Voici les habitudes à adopter pour que nous évitions ce virus. La télé nous a apporté beaucoup d'informations. La télé nous a dit qu'avant de manger, nous pouvons laver nos mains avec du gel. Qu'avant de jouer aussi, nous pouvons laver nos mains avec du gel. Pour ne pas qu'on gagne les maladies bizarres. Les médias devaient jouer leur rôle à temps, ce qu'ils n'ont pas pu faire. On est déjà dans la chose et puis ils viennent maintenant vers nous. Beaucoup ne sont pas renseignés. Beaucoup aujourd'hui, quand on passe, on s'étend les mains partout, d'autres refusent, d'autres tendent les mains. Bon. On devait gérer le plus tôt possible pour que la population soit vraiment imprégnée. Au début, c'était un peu lent, mais dans ce jour-là, il y a quand même une appropriation de tous les médias sur la question. Je souhaite que ça continue davantage, qu'on fasse moins de politique à ce temps et qu'on soit beaucoup concentré sur la sensibilisation à l'endroit des populations. Vous voyez par exemple dans les zones rurales comme à Sikensi, les populations ne se sentent pas concernées par cette affaire de coronavirus. Donc il est important que les médias accentuent la sensibilisation pour que les populations, même dans les tréfonds, puissent comprendre la nécessité de respecter toutes les mesures. Selon moi, ils jouent leur rôle normalement parce qu'on voit à tout moment sur les réseaux sociaux, à la télé, ils nous donnent les méthodes à suivre et autres. En tout cas, ils font leur effort pour que nous évitons cette maladie-là. Les médias doivent encore de plus en plus sensibiliser par la voie de la télévision, aussi par certaines informations au niveau de la radio. Et à chaque 30 minutes, il faut qu'il y ait ces informations. Nous pouvons dire oui et que les médias jouent leur rôle, mais c'est la population elle-même qui ne va pas là où il faut avoir les informations. Elle ne va pas là où il faut. Elle va certainement sur les réseaux sociaux, et alors qu'il y a des médias bien indiqués, là où il faut partir pour avoir les vraies informations. Donc nous avons par exemple la télévision nationale qui est là, la ATI. Nous avons les journaux bien connus de la nation qui sont là, donc qui donnent les vraies informations. Je vois que les humoristes sensibilisent à travers plusieurs vidéos pour inciter la population à prendre conscience que ce que le feu est vraiment... C'est un truc à prendre au sérieux. Donc je trouve qu'ils jouent vraiment leur rôle. Voilà. Bakary Sanogo, votre appréciation des réactions déjà des populations et puis du rôle des médias dans cette crise-là? Oui, quelqu'un a parlé tout à l'heure d'appropriation et je pense que c'est un mot juste. C'est vrai, on n'est pas encore à 100%
dans la mobilisation, les zones rurales restent encore à être conquises. Mais je pense que, pour reprendre encore ce mot d'appropriation, l'appropriation est en train de se mettre en place. La sensibilisation est en train de passer. Vous entrez, avant d'entrer à la télévision, vous avez le dispositif qui est là pour se laver les mains. Dans le bureau, dans les domiciles, vous avez ce qu'il faut. En tout cas, personne ne peut aujourd'hui, même dans les zones rurales, dire n'avoir jamais entendu parler de cette question. C'est vrai, les Ivoiriens, comme on le dit, on s'amuse avec tout, même avec la pire des choses. Mais il y a cela, mais la prise de conscience est réelle. Dans l'ensemble, je pense que, pour prendre le cas de la télévision, l'adresse du président de la République hier, le journal a commencé avant avec des messages de sensibilisation. On aurait pu attaquer directement avec les messages de sensibilisation, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est ce que je vais dire. À la télé, à la radio, c'est tous les jours. C'est dit qu'il y a vraiment une appropriation par les médias de la question. Et la télévision fait un travail extraordinaire. Ce n'est pas parce que je suis en face de vous, c'est un travail extraordinaire. On a rarement vu cela. Je pense que même dans le cas d'Ebola, c'est vrai, la nature des choses est différente. Ici, c'est encore plus compliqué. Et les médias sont vraiment à l'avant-poste. Fraternité Matin, l'AIP, Abidjan.net, en tout cas, tous les quotidiens sérieux se sont appropriés la chose. De temps en temps, on voit des choses politiques, mais je pense que c'est des choses excessives, insignifiantes. Donc, on se concentre sur l'essentiel. Les médias, ils se sont dit, on parle de responsabilité, on parle de fermeté. C'est le moment pour nous de prendre notre responsabilité. Je pense que les médias ont pris leur responsabilité. Alors, au niveau du CICG... Allant jusque ce que je peux appeler, je ne sais pas si ça se dit en français, du journalisme citoyen. Ça se dit? En anglais, on dit civic journalism. Je pense que vraiment, on en est là et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Maintenant, sur le CICG, qui est le Centre d'information et de communication gouvernementale, nous ne sommes pas un journal, nous ne sommes pas un média, même si je suis journaliste de formation. Je pense que nous jouons notre rôle, nous sommes en contact avec les partenaires, les partenaires de la société civile, du secteur privé, des journalistes qui veulent savoir des choses, qui nous contactent. On a des outils que nous avons développés. J'ai même ici apporté quelques exemplaires, la bonne info, on a des articles qui passent tous les jours, on a le numéro la bonne vert. info qui véhicule tous les jours des informations sur la crise. Comme la télévision, comme les journaux d'information de tous les jours. Nous sommes vraiment en partenariat avec tous les médias. Et je voudrais vous signaler ceci. Il y a un an, il y a eu en Côte d'Ivoire le séminaire gouvernemental sur la communication gouvernementale. Il est sorti de ce séminaire il y a un an, c'était en février 2018, des directives, des recommandations sous la conduite du Premier ministre. Et on a mis en place à l'époque un comité de communication de crise. Et dès que la crise s'est déclarée, alors, c'est quoi le rôle de ce comité-là? Parce qu'on a entendu des journalistes dire qu'ils avaient des problèmes pour accéder à l'information. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos rapports avec les médias? Oui, je pense qu'on a de bons rapports pour ceux, en tout cas, qui veulent l'information juste et non ceux qui veulent faire des analyses politiques. Et certains nous ont contactés, on leur a donné les informations quand c'était disponible. Si vous ne nous contactez pas, si vous ne contactez pas le ministère... Vous avez déjà contacté? Justement, lorsqu'on a eu des difficultés, c'est vers le CICG nous nous sommes tournés et heureusement, je peux saluer effectivement, je peux confirmer ce que dit le directeur du CICG. C'est grâce au CICG qu'on a quand même plus ou moins des informations relatives à l'évolution de cette crise. Oui, parce et que je si continue, on devait... Patrice, je continue pour dire qu'il n'y a pas que les médias nationaux, il y a les médias internationaux qui nous contactent. Si vous voulez la bonne information, si vous voulez, ce n'est pas sur les plateformes d'individus qui circulent des vidéos, qui circulent la mort du premier cas, on a vu ça, qui à la limite... Évidemment, les journalistes, les experts en journalisme que vous êtes là, ce n'est pas du traitement de l'information. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de traitement. Et je pense que le public ne doit pas aller vers ces sources-là. Vous accroissez votre psychose, la psychose, vous vous détruisez vous-même au lieu d'être serein face à la gravité de la situation. Ce n'est pas des sources, on les appelle fake news. Ça existe, il faut les combattre. Mais la bonne information existe, la bonne source existe. Si vous n'êtes pas satisfait avec ce que vous avez sur le site du CICG, avec les sources du gouvernement, et que vous êtes vraiment animé de bonnes intentions, de faire du bon travail, vous pouvez aller sur le site du ministère ou bien sur le site de l'OMS.
Voilà, je pense que c'est aussi simple. Donc, ils ont un autre agenda. Ceux-là ont un autre agenda. Soit des agendas Alors, vous confirmez également que le destruction. CICG se positionne comme un centre d'information en période de crise? Moi, je ne juge pas le CICG ici, mais je veux dire qu'effectivement, le CICG fait un travail qu'on apprécie, nous aussi, au niveau donc, de la presse écrite, au niveau donc, des éditeurs des presses de Côte d'Ivoire, pour dire effectivement que c'est une source supplémentaire d'information. Je pense que si, quand les différents organes de presse qui existent, dès qu'il y a, je pense, des éléments ou alors des éléments qu'il faut certainement chercher à confirmer, les services donc, du CICG sont là. Mais on va même au-delà même du CICG. Je crois qu'il y a plusieurs canaux de communication. Il y a les services de communication des différents ministères techniques qui existent. Il y a aussi les structures comme l'INHP et qui sont en première ligne par rapport donc, à cette crise-là et qui sont généralement avec lesquels nous travaillons beaucoup. Parce que je pense que c'est vers cela. L'action du gouvernement, je vais dire la communication du gouvernement, c'est la communication officielle. Je pense que c'est ça ne pose pas de problème. Je pense que nous ne sommes pas sur un plateau en train de faire un débat politique. Et c'est effectif, c'est que certainement M. Sanogo dit. Moi, je voulais dire ici sur ce plateau que de cette crise, moi, j'ai vu rarement la contribution de la presse nationale, aussi bien nationale écrite que digitale, sur le traitement, au niveau du traitement donc, de cette pandémie-là. C'est vrai que bon, il y a ce qu'on appelle les fake news au niveau donc, des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ce n'est pas la presse. Et je pense que ça, il faut qu'on puisse faire la différence entre la presse, le média, et puis les fake news, les réseaux sociaux. Nous n'avons rien à voir avec cela. Et je pense que la responsabilité, donc, je crois que c'est Saleh qui le disait, il faut prendre des mesures contre ces gens-là. Ce n'est pas possible qu'on puisse porter des accusations sur la presse alors que nous ne sommes pas responsables. N'importe qui s'élève, s'érige, je vais dire, un journaliste, ce n'est pas possible. Quelqu'un est chez lui, il fait un post, il balance sur les réseaux sociaux, on appelle, les journalistes disent... Est-ce que les journaux n'ont pas laissé le champ libre à la propagation de ce genre d'informations? Est-ce que votre quotidien, par exemple, le matin, il est digitalisé? Oui, bien sûr, oui. Il est digitalisé, je pense que... Et vous véhiculez quotidiennement des informations, vous attendez de le mettre, on va dire, de le produire avant de le balancer ou vous balancez des informations, on va dire, constamment? Non, on peut... De toute façon, comme le fait Abidjan.net, par exemple. Non, je pense qu'on n'est pas au même niveau de choses. Nous sommes encore jeunes, donc on évolue. Mais l'information que nous donnons, c'est une information, comme Assel le disait, c'est une information qu'il faut tamiser. Il y a des sources, il faut vérifier. Vous ne balancez pas une information comme ça parce que c'est les réseaux sociaux. La vitesse de l'information, parce que je crois que le président parlait de quelque chose tout à l'heure, la gestion de la rumeur dans cette crise est extrêmement importante parce que c'est ça qui va déterminer tout le reste. Attention, on ne peut pas... D'accord, alors on va revenir à vous tout à l'heure. On va écouter Dr Bamba du département d'information et des communications à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dans la gestion de la crise sanitaire, il faut dire qu'il y a eu deux périodes. La première, c'est au moment où la maladie n'était pas encore déclarée en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et la seconde, lorsque la maladie a été déclarée en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire lors du premier cas avéré. Donc, tant que la maladie était loin, en Chine, les médias ivoiriens ne faisaient que relayer l'information comme le ferait n'importe quel média. À partir du moment où il y a eu le premier cas avéré, les données ont changé. Mais ce qui a apparu, c'est la même bipolarisation des médias ivoiriens qui sont fortement politisés en ceux qui soutiennent le régime et en ceux qui sont dans l'opposition dans le traitement de l'information. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faut quand même reconnaître quelque chose à certains médias ivoiriens, notamment ceux dits de l'opposition, qui ont interpellé les pouvoirs publics quant à la tenue du Massa, qui déjà appelait à un regroupement de personnes, et cela n'était pas de bon augure. Contrairement en France, où on avait le salon de l'agriculture qui avait été suspendu pour cause de rassemblement de personnes. Voilà. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec Dr Bamba sur notamment la ligne de démarcation politique? Félix en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez senti réellement dans le traitement de l'information liée à cette crise-là? Je pense qu'avant que je ne réponde à la question, je voudrais juste faire, désolé de le dire, M. Sanogo disait tout à l'heure qu'on ne peut pas trouver dans un village ou bien en zone rurale une personne qui va dire qu'elle n'est pas informée de ce qui se passe. Je voudrais que nous fassions attention avec ce genre de déclaration. Aujourd'hui,
les zones rurales, pour la plupart, les populations ne savent pas ce qui se passe. Il faut être clair dessus. Prenez le cas de votre localité, par exemple. Au-delà de ma casquette de journaliste, je suis aussi un élu local et je sais que le travail qui est sur nos bras, le travail que nous faisons sur le terrain pour sensibiliser les populations, pour les informer. Vous voyez, aujourd'hui, je vais vous donner une information. J'ai passé un coup de fil dans une zone rurale, je ne dirai pas le nom, et j'ai été surpris d'apprendre que les populations ne veulent pas aller au champ parce qu'un audio, une bande audio passe de portable en portable où quelqu'un dit que les autorités ivoiriennes auraient mis en place un vaccin qui contient des virus que les autorités auraient traités pour pouvoir empoisonner les populations et que ces gens-là se passeraient dans les villages pour vacciner les gens. Et les gens se nourrissent de cette information. Ils ne veulent même plus aller au champ parce qu'ils pensent que ceux qui vaccinent sont dans les champs. Voilà comment la rumeur est fabriquée et conduite. Cette même audio-là est passée dans presque tous les portables. Hein. Nous-mêmes, on l'a reçu. Voilà. Il fallait qu'absolument on dise aux gens c'est faux. Mais quelqu'un qui est à 400 km de toi, pour le moment où tu parles, il ne croit pas ce que tu lui dis au téléphone. Tant que vous n'allez pas sur le terrain pour l'informer. Vous voyez, on est au XXIe siècle. Les médias en ligne, les réseaux sociaux fonctionnent à la vitesse grand V. Voilà. Et donc, un État responsable, un gouvernement responsable, ne peut pas gérer l'information à l'heure actuelle comme si nous étions en 1996. Il faut de la réactivité. Et au-delà de la réactivité, il faut des sanctions. Si les gens ont l'impression, tout à l'heure Félix le disait, que si les gens ont l'impression que l'information ne vient pas du gouvernement, ils vont la fabriquer et la balancer. Quand vous voyez sur les réseaux aujourd'hui, on a donné une liste de personnes, des ministres, des épouses de ministres. On a fait une liste et on a publié pour dire que ces personnalités-là sont contaminées par le virus. L'information circule depuis près de 5 heures et des milliers de personnes l'ont partagée. Que fait le CICG pour contrer cette diffusion-là? On ne voit pas la riposte. Et donc, quand on empoisonne une population avec des fausses informations, ne soyez pas surpris qu'elle n'ait plus de confiance dans la parole étatique. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il faut construire une riposte. Et si Félix, j'arrive. Il va terminer. Si tout à l'heure, Félix balance une information qui n'est pas vérifiée, il va être interpellé par le régulateur. Il risque de perdre sa carte de presse. Si Patrick le fait, ce sera pareil. Si je le fais, ce sera pareil. Donc, les professionnels que nous sommes, pour mettre une information en ligne, il y a tout un système de vérification que nous employons avant de balancer l'information. Patricia. Et donc, nous, on ne peut pas aller à la vitesse des réseaux sociaux. Mais si l'État ne construit pas la riposte par rapport à ça, et que des individus qui ont pignon sur rue, et dont on sait que chaque jour ils publient au moins 20 fois, et à la source desquelles tout le monde va s'abreuver, on est en danger. Et donc aujourd'hui, les populations rurales ne sont pas informées. Même à Abidjan, si le préfet a fait le tour dans les quartiers, dans les maquis, beaucoup d'Ivoiriens, même à Abidjan, disent qu'ils ne sont pas informés. D'accord. Vous allez permettre à Bakary Sanogo de réagir. Vous avez interpellé, il a interpellé le CICG, permettez-lui de réagir. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il faut vraiment continuer le travail d'information, de sensibilisation. Et il ne faut pas perdre de vue que l'objectif ici, en matière de communication, c'est, en tout cas pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne le gouvernement ivoirien, c'est de s'assurer que la population est informée de la gravité de la situation, qu'elle s'approprie les mesures édictées et qu'elle prend les précautions pour se protéger, pour protéger les familles, pour protéger ce pays. Et les populations, je pense que c'est ça aussi notre rôle, c'est ça le rôle de tous les médias, c'est de dire aux populations que l'information sur le coronavirus, tout comme sur la gestion de l'État, c'est pas comment ça se dit, des vidéos qu'on balance, c'est pas possible. Si vous êtes élu, si vous êtes cadre, si vous êtes leader dans votre région, il faut passer ce message. Si les populations veulent savoir des choses, dans les zones rurales, on sait qu'il y a une station de radio qui s'appelle Radio Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que ce soit là qu'ils aient eu cette information. Ce n'est pas dans Fraternité Matin. Dans ces zones rurales, combien de personnes ont accès au téléphone portable, à l'Android? Je ne crois pas que ce soit 60% de la population. Alors, la lutte, et donc, on l'a dit, il faut faire la part des choses, ne pas catastropher les gens, ne pas faire peur aux gens, leur demander comment... Personne n'est allé fermer les mosquées. Personne n'est allé fermer les églises. Ce sont les leaders, ce sont les chefs religieux
qui ont fermé, ils ont pris conscience de la chose. On a vu les chefs traditionnels à l'avant-poste de la sensibilisation. Personne ne les a obligés à le faire. Ils ont pris conscience de la chose. Je pense que les cadres, les populations, toutes les personnes qui pensent pouvoir faire passer un message doivent aller sur le terrain, dans leur village, dans leur commune, pour passer le message. C'est ça qui permettra de vaincre les fake news. Encore une fois, les fake news, ce n'est pas de l'information. L'information, c'est un métier. Ça s'apprend. Et il faut s'en remettre à cela. Il faut aller sur les sites où on cela. Personne ne peut empêcher les gens d'envoyer ces posts que vous voyez. Oui, maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez l'information précise? Si vous voulez l'information précise, vous allez la chercher là où elle se trouve. Il vous a donné un cas pratique, une liste de membres du gouvernement. Il y en a tous les jours. On annonce toujours qu'il y a quelqu'un qui est mort. Je pense que c'est... On laisse prospérer ou on demande? Ce n'est pas qu'on laisse prospérer ces choses. Il faut se focaliser sur l'essentiel. On va donner la parole à Le gouvernement n'est pas là pour répondre à tous les fake news. Ce n'est pas ça son rôle. Le gouvernement est là pour gérer le pays, pour gouverner le pays. Très bien, M. Sanogo, très bien dit. Si vous voulez la bonne information, il faut aller la chercher là où elle se trouve. Mais pour qu'on sache qu'une information est un fake news, il faut qu'on l'ait vérifiée et qu'on sache que cette information, elle est fausse. Parce qu'à priori, on ne peut pas déclarer que ce qui sort sur les réseaux sociaux est fake news. C'est pourquoi il y a les médias qui sont reconnus pour donner la bonne information. Et ces médias-là recourent à la source de la bonne information pour donner la bonne information, pour casser, pour ne pas dire briser, utiliser le terme du chef d'État, briser les fake news. Malheureusement, quand on n'a pas la possibilité de pouvoir vérifier ces informations pour donner la bonne information, les fake news prolifèrent. Il faudrait pas... Le CICG seul ne peut pas tout faire. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur. Le CICG seul ne peut pas tout faire. Les ministères techniques qui gèrent la crise devraient pouvoir être suffisamment disponibles pour les médias. Lorsqu'on dit qu'il y a un cas à Jacquesville et qu'on appelle la direction de communication d'un ministère technique qui est à charge de la gestion de cette crise, ce ministère a la possibilité de joindre le sous-préfet, le maire de la commune, pour vérifier est-ce qu'il y a telle information dans la zone et puis nous revenir pour nous donner l'information. Ils ne sont pas obligés de passer forcément. Le CICG peut rassembler un certain nombre d'informations. Et puis, il ne faudra pas centraliser l'information en période de crise. Il ne faudra pas dire qu'on va attendre que la télévision relaie l'information, que la radio relaie l'information avant d'informer les populations, pendant qu'il y a une fausse information qui est en train de circuler, se démultiplier, jusqu'à ce qu'on arrive au journal télévisé de 20h. C'est vrai que la RTI a aussi son site en ligne, mais jusqu'à ce qu'on arrive au journal télévisé de 20h, on a en Côte d'Ivoire 24 millions d'habitants, on a plus de 34 millions d'abonnés sur les téléphones. Ça veut dire qu'on a même plus presque le double de téléphones en Côte d'Ivoire. L'information se démultiplie très rapidement. Donc c'est pourquoi il faudra que les ministères techniques, je ne citerai personne ici, ils se connaissent. Il n'y a pas que les ministères techniques, même l'INHP doit communiquer. Il ne faudrait pas rester enfermé, centralisé. Nous allons venir sur le plateau de 20h à la télévision pour donner l'information. Mais avant que le plateau de 20h ne s'ouvre pour vous, pendant ce temps, l'information circule. On vient d'avoir telle information. On essaie de joindre telle. On laisse un message ci et ça. Aucune suite. Pourtant, tout le monde vous parle d'Abidjan.net ici. Oui, mais beaucoup d'Ivoiriens, même à l'étranger, comme en Côte d'Ivoire, se disent si l'information est sortie sur Abidjan.net ou là, c'est que l'information est juste ou vérifiée. Si l'information n'est pas juste ou vérifiée, comme Assalé l'a dit tantôt, je risque ma carte de journaliste professionnel, je risque une amende pour mon organe. Ça veut dire que moi, et pendant ce temps, la fausse information... Madame, je peux vous rassurer, avant que Patrice ne parle, je peux vous rassurer que le gouvernement, à travers le comité de communication des crises, à travers le ministère de la communication des médias, qui assure également le porte-parole de l'État, le ministère de la Santé, nous sommes disposés, nous sommes à votre disposition. Alors donc, ceux qui veulent l'information, qu'ils viennent vers nous. On ne peut pas tout faire. Le ministère technique s'y met aussi. Sanogo, si Félix Boni d'Abidjan.net appelle un ministère technique pour une information et qui n'a pas l'information, est-ce qu'il peut se rabattre sur le CICG? Oui, pourquoi pas. Et puis il y a les numéros verts, nous sommes là à leur disposition. Félix, on a de bons rapports de coopération. Voilà, ceux qui nous appellent, on travaille avec eux, mais ceux qui ont un autre agenda, qui veulent autre chose, voilà,
Voilà, je sais que ce n'est pas toujours... Aussi, allez-y, Patrice Yao, allez-y. Et puis, une information, lorsque vous appelez tout de suite, peut-être l'information n'est pas disponible à la minute, mais ayez la patience. Il faut qu'on vérifie. De 12h à 20h pour avoir l'information sur le journal. Non, moi, ce que je voulais dire... Oui, allez-y. Prendra les dispositions pour que tout se passe. Ce que je voulais dire, je pense que c'est une situation qui est grave. C'est une situation qui est grave, comme le disait au départ. Aucun gouvernement ne s'est préparé à cela. On a vu dans les premières heures de cette crise, le président américain qui a balbutié et qui est revenu rapidement, et qui a dû comprendre que, attention, il faut faire attention et il faut essayer de réagir. Ce que je voulais dire, je pense que par rapport à ce que les confrères exposent comme sujet extrêmement important, parce qu'il faut stopper la rumeur. Parce que s'il n'y a pas de rumeur, si on ne stoppe pas la rumeur devient information. Et c'est là le problème. Parce que je pense que c'est de ça qu'on veut parler. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient là pour répondre. Quand on a besoin d'une information, je pense que c'est tout. Le problème se trouve à ce niveau-là. Une fois qu'on a réglé ce problème, je pense, de mon point de vue, que tout ce dont nous sommes en train de débattre trouvera solution. Cela dit, je rejoins Assalé Tiemoko tout à l'heure sur la question donc de l'intérêt du pays. J'ai suivi tout à l'heure, je crois, au journal de Flash de la RTI, une émission qui passait au niveau de la zone, je crois, de San Pedro ou Tabou, où des populations interrogées ne savaient même pas ce que c'était que le coronavirus, qui ne savaient pas du tout, rien du tout. Ils se sont même salués, embrassés, tout ceci. Je pense que M. Sanogo disait quelque chose d'important. Il faut que les élus, les maires, les députés, les présidents du conseil, les ministres sortent de leur bureau et qu'ils soient sur le terrain. Ce n'est pas en restant dans le bureau. Il faut être sur le terrain pour informer les populations. Et je pense que c'est cela qui est important. Oui, Abidjan fait son travail, le CICG fait certainement son travail, mais il faut que les gens soient sur le terrain. Ce n'est pas possible. On est maire, on n'est pas seulement maire pour être... je pense que c'est dans cette période-là qu'on a besoin des élus. Donc il faut que chacun à sa place puisse faire son travail. Nous, la presse, quand ce n'est pas bon, on nous accuse, mais il faut que, je pense, quand on a besoin en tout cas des élus, il faut qu'ils fassent leur travail. Assalé Tiemoko, qui est là, a pris une décision il n'y a pas quelque temps, a été traîné partout pour dire, ben, écoutez, il a pris des mesures impopulaires chez lui à Tiasalé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir de l'anticipation dans un certain nombre de choses. Et je pense que moi, je voulais le saluer sur ce plateau. Je suis surpris que chez Assalé, qui est un grand communicateur, les gens ne soient pas informés de l'existence du coronavirus. Là, je dirais amicalement que c'est très grave de sa part. Ça suffit pas. C'est vrai que chez vous, les populations ne sont pas informées? Non, pas du tout. Il ne faut pas confondre la commune, qui est un territoire bien défini, et tout le département. Voilà, c'est totalement différent. Alors, quel dispositif vous mettez en place localement pour donner l'information aux populations dans les zones les plus reculées? Je partage ce que Félix a dit. Il faut qu'il y ait de la réactivité. Quand le Premier ministre de Côte d'Ivoire fait un communiqué pour dire qu'il s'est mis en autoconfinement, parce qu'il aurait été en contact avec quelqu'un qui a été confirmé après son contrôle. C'est un communiqué officiel que le chef du Premier ministre a fait. Et qu'une heure plus tard, une liste sort de personnalités dont on dit qu'elles auraient été toutes contaminées et donc seraient en confinement. Une liste sortie d'où? Ça est sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un secret. Tout le monde l'a vu. Le CICG, je me demande quelle est sa veille. Quelle est la veille que le CICG fait? Au journal de 20h, quelqu'un du CICG, de la communication gouvernementale, devrait être sur le plateau pour dire aux Ivoiriens, parce que quand on prend les grands médias internationaux, il y a toujours quelqu'un qui vient chaque jour et qui est là, qui dit, ça c'est une vraie information, celle-là elle est fausse, celle-là elle est bonne. Tous les grands médias, je ne citerai pas des médias ici, mais tous les jours on regarde ça. Donc quand on sort une telle liste, et que vous voyez les partages, il y a au moins 10 000 partages. Et on dit que ces autorités-là, on ne les entend pas parce qu'elles sont malades. Il faut que le gouvernement, via sa structure, CICG, vienne sur le plateau de 20h pour dire telle information a été donnée, voilà la vraie information officielle, celle qui a été faite par le Premier ministre lui-même. En revanche, tout le reste, c'est du faux. Mais s'il n'y a pas de riposte, le citoyen, lui, il prend ça, il considère que toutes les autorités sont contaminées. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut combattre ça. C'est ce que je voulais préciser. Maintenant, pour les élus locaux, les élus locaux jouent leur rôle. En tout cas, moi, dans ma cité, je joue mon rôle. Il n'y a même pas encore 3 semaines, on a pris une décision de fermer un site de prostitution où des populations viennent de partout pour se prostituer.
On n'avait même pas le coronavirus dans notre ville, dans notre pays ici. Mais nous, on a anticipé. Quand la maladie, on était même à 2 cas, 3 cas seulement, quand nous, on a dit, on ferme tous les machis. C'est hier que le chef de l'État a annoncé la fermeture des machis. Mais nous, depuis près, on a fermé les machis. Les marchés ouverts, il y a des jours précis où le marché est ouvert à tous ceux qui viennent de l'extérieur. Ça, depuis, on l'a fermé. C'est interdit, ça. Donc, il y a de l'anticipation. Il y a un travail que les élus font sur le terrain. Mais vous voyez, Patrice appelle les élus à réagir. Mais vous avez une stratification des élus. Il y a les élus du parti au pouvoir et puis il y a les élus de l'opposition. Oui, la maladie n'est pas une personne. Mais justement, dans la réaction, les gens fonctionnent comme ça. Or, le chef de l'État a appelé à l'union. Vous voyez, notre devise, c'est union, discipline, travail. Ce qui va nous sauver dans ce pays, ce sera notre union et la discipline. Or, nous sommes caractérisés par notre indiscipline. La mesure a été prise. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, s'il y a eu 3 millions, 5 millions, 10 millions d'Ivoiriens qui ont appris qu'il y a une maladie dans le pays, ce sera à partir du discours du chef de l'État qui a annoncé le couvre-feu. C'est ça qui frappe tout le monde. Et tu vas pousser, même dans les villages, les gens à s'interroger, mais qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Pourquoi on dit qu'il y a couvre-feu? On dit non, il y a une maladie. Voilà ce qui va sauver tout le monde. Sinon, au-delà de ça, avant ça, il n'y avait pas vraiment d'informations qui passaient. Mais les prises de parole, il faut que le CICG joue son rôle. Oui, le CICG, c'est bien, c'est vrai, on va jouer notre rôle, on va renforcer notre rôle. Mais la prise de parole du président de la République, ça participe de la communication gouvernementale. Je l'ai dit tout à l'heure, il a assuré son leadership, il a pris ses responsabilités. Les maires, M. Assalé, vous-même, la télévision a pris ses responsabilités, les leaders religieux ont pris leurs responsabilités. Je pense que la gravité de la situation est établie. Je pense qu'il y a appropriation, il faut renforcer cette communication. Mais comme vous l'avez dit, il faut combattre la rumeur. Quelle stratégie pour combattre la rumeur? La rumeur prospère toujours en temps de crise. La rumeur fonctionne lorsque il vous a posé une question de façon insidieuse. Oui. Quel système de veille au niveau du CICG avez-vous mis en place pour contrôler tout ça? Le système de veille est assuré à travers les outils que nous avons, à travers le 101. On remonte les informations, on en tient compte, on passe à l'autorité, on répond. Bien même avant le coronavirus, j'ai les éléments ici, on assure la veille. Bon, mais encore une fois, la rumeur, lorsque vous avez parlé de 15 000 journalistes. 15 millions. Voilà. Non, oui, 15 millions de journalistes qui ont leur portable, voilà, qui balancent des choses, avouant que vous avez beau être puissant, vous avez beau être la Pravda ou l'agence TAS, il vous est difficile de maîtriser cela. Cela dit, on ne baisse pas les bras, on ne peut pas, face à cette guerre contre les 15 millions de journalistes avec leur portable. Et contre le coronavirus également. Oui, je pense qu'on va y arriver, mais encore une fois, on invite les populations. Cette histoire, c'est une affaire très sérieuse. Il parlait tout à l'heure d'une annonce du Premier ministre, une annonce qui traduit un leadership. Il a décidé, il dit, je ne suis pas contaminé, je n'ai aucun symptôme, mais je décide ceci, je décide cela. Et il a fait le communiqué, il est parti, ça a été traité. Je l'ai partagé avec d'autres médias, on en a discuté, juste pour dire, voilà le communiqué du Premier ministre. Ça, c'est la vraie information. D'accord. Ce n'est pas les petits postes de 15 millions de journalistes. Ce n'est pas des petits postes, c'est viral et contagieux. Oui, exactement. Notre responsabilité est grande, votre responsabilité est grande. La responsabilité des médias, puisque c'est de ça qu'il s'agit ce soir, elle est grande. Il faut renforcer le partenariat. Nous sommes à votre disposition. Il y a une coordination qui se met en place, qui se consolide, parce que là, il ne doit pas avoir d'agenda caché. Ce n'est pas de la plaisanterie. Le président l'a dit, on ne peut pas dire mieux que le président Ouattara. D'accord. Félix, justement, moi, je suis on aborde à présent les solutions pour une meilleure collaboration, Absolument. pour une meilleure prise en charge, on va dire, informationnelle de la situation par les médias. Si vous suivez bien le plan d'attaque, le plan de riposte nationale, en dehors de l'aspect sanitaire, c'est-à-dire l'implication des médecins qu'il faut soutenir, encourager et saluer l'acte quotidien, les risques qu'ils prennent pour qu'on sorte de cette situation, il y a le deuxième pan, c'est-à-dire l'autre pan essentiel, c'est la communication, c'est l'information, c'est la sensibilisation. Et dans le discours du chef de l'État, à 4 niveaux, il a répété la communication et il a appelé les médias à se joindre à cette union sacrée. Mais lorsque le président insiste sur ces différents aspects, cela aussi implique une collaboration franche avec les médias. Moi, je suis acteur de médias sur ce plateau. Je pense que je suis parfois frustré de savoir que
des personnes rusent aussi avec cette pandémie parce qu'elles refusent de donner l'information ou bien elles font de la rétention d'informations, elles centralisent l'information, elles ne collaborent pas franchement. C'est-à-dire c'est frustrant de savoir que telle personne occupe tel poste de communication, responsable de communication à un ministère, à un niveau bien précis, qui ne peut même pas répondre à un SMS, à un appel, a fortiori à un SMS. Mais ayez au moins l'amabilité, la courtoisie de répondre à un SMS. Je suis directeur de publication. C'est-à-dire quand en tant que directeur de publication, je viens vérifier une information, ça veut dire que si j'arrive à ce niveau-là, sinon tout le monde peut vérifier l'information, ça veut dire que si j'arrive à ce niveau, il y a quelque chose de suffisamment grave. Mais quand vous n'avez pas cette information de 12 h jusqu'à 20 h, et que la personne se retrouve maintenant, au regret de le dire, sur le plateau de télévision pour pouvoir venir dire oui, c'est faux ou c'est vrai, j'aurais pu jouer mon rôle. J'aurais pu jouer déjà mon rôle en tant qu'Abidjan.net, jouer mon rôle déjà peut-être à 13 h, 14 h, contribuer à casser les fake news. Patrick le disait tantôt, stoppons les rumeurs. Mais comment stopper les rumeurs si on n'a pas une collaboration franche entre ceux qui ont l'information et ceux qui doivent diffuser? Il est à présent disponible pour donner toutes les informations aux médias, c'est ce qu'il a dit. Le CICG, je le dis, n'est pas la seule source gouvernementale. Oui, il se propose comme relais entre les médias et les directions techniques, les ministères techniques. Dans chaque ministère, il y a un poste de direction de communication, il y a un budget qu'on prend pour payer des personnes qui sont habilitées à parler, à relayer l'information. Le CICG est une structure qui coordonne toutes ces activités-là. Mais parfois, quand on est dans l'urgence, une information, quand on est en train d'éteindre le feu, on ne va pas aller appeler sa maman pour demander quelle eau on doit prendre pour éteindre le feu. Dans l'immédiat, il faut pouvoir donner rapidement l'information pour éteindre le feu. Je pense que dans cette situation, nous sommes dans une urgence. Toutes les rumeurs participent de l'amplification de l'indiscipline. Et comme on l'a dit, notre premier ennemi, c'est l'indiscipline. Donc l'indiscipline, il faut la combattre en stoppant rapidement les rumeurs. Pour stopper rapidement les rumeurs, il ne faudrait pas que le CICG aille appeler, demander pour revenir, tout ça, centraliser tout au CICG pour que nous puissions avoir l'information. Il faut aller vite parce que, comme je l'ai dit, chez nous, on a un slogan, une information qui échappe même à la seconde. Et on en a l'expérience. À la seconde information qui échappe, en 2 minutes, c'est parti. Ça, elle ne nous appartient plus. Même si on veut la supprimer, il y a des gens qui ont ça et qui continuent de l'amplifier. Donc, une information qui échappe sur les réseaux sociaux, pour moi qui suis sur les réseaux sociaux, je sais ce que cela représente. Ça me brûle. D'accord, on vous a compris. On vous a compris, ça vous brûle effectivement. Oui. On va vous donner la parole à Patrice Yao. L'Union sacrée, je reviendrai à vous. Le directeur, M. Sanogo, sait combien de fois nous l'avons appelé. Patrice Yao, l'Union sacrée, à quel prix pour les médias? Non, je pense que déjà, il faut saluer le travail qui est fait par les médias. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien la presse écrite que la presse en ligne. C'est remarquable ce qui se passe. Il y a du travail qui est fait. On peut encore faire mieux, on va faire mieux. On demande aussi que par rapport donc, à tous ces sacrifices qui est en train d'être fait par les médias, certainement qu'il va y avoir... je pense que le président, tout à l'heure dans son message, on a réécouté, demander que le Premier ministre lui fasse un point par rapport aux entreprises et que bon... Il faudrait qu'il tienne compte des médias, c'est ce que j'attends. Allez-y très clairement sur ce point. Non, ça va être un plaidoyer, on l'a dit déjà une fois à la faveur de la présentation de vœux, on le répète encore ici devant en prenant les Ivoiriens à témoin pour demander qu'à la faveur de cette crise, les médias travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Je voulais rappeler que pour déjà le couvre-feu, il y a des mesures exceptionnelles. Nous avons des équipes de nuit qui travaillent, qui ont besoin de se déplacer, mobiliser. Donc c'est extrêmement difficile. Et déjà en accord avec le ministère de la Communication, nous travaillons pour obtenir donc, des autorisations, faciliter la circulation donc, de nos travailleurs et faire en sorte que nous puissions accompagner le gouvernement. Et pour gérer, je pense que pour essayer de stopper la rumeur, nous pensons que la collaboration qu'on va avoir avec le gouvernement, le ministère de la Communication, le CICG, elle nous paraît extrêmement importante. Et donc, il faut qu'on puisse être là où il faut. Et c'est pour cela que je pense d'ici demain, après-demain, par rapport aux autorisations que nous demandons, si nous les obtenons par rapport à la situation nouvelle qui nous impose, déjà, Salou le disait, qu'au Maroc, il faut continuer d'informer, mais si nous ne continuons pas, si on stoppe, écoutez, la rumeur va prendre le pas sur l'information et ça va être difficile de gérer. Donc je pense que nous attendons envisagez le télétravail au niveau de vos équipes? Nous attendons beaucoup du gouvernement parce que pour faire, vous savez, moi je suis président du GEPSI, la situation des entreprises et presse est déjà trop difficile, Je pense que ce que nous demandons,
c'est un rôle citoyen que nous faisons parce que c'est une crise qui est extrêmement difficile à gérer. On le disait, personne n'était préparé à cela, aucun gouvernement n'était non plus aussi préparé à cela. Et donc, la presse fait ce qu'elle peut ici en Côte d'Ivoire. Elle le fait de façon remarquable. Moi, je pense qu'au niveau donc, de cette crise-là, il faut déjà saluer aussi bien, j'ai parlé de la presse, mais l'ensemble des Ivoiriens. Il faut le dire honnêtement. Je crois que c'est Félix Boni qui le disait. Il y a l'ancienne première dame qui a fait un message aujourd'hui. Je pense qu'il faut prendre cela au bon et il faut essayer donc de passer en boucle et en relais l'information qu'elle donne. Les hommes religieux, les politiques, il y a les élus, il y a certains élus qui font un travail remarquable. Alors, vous parliez des conditions de travail des journalistes en cette période. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que les journalistes puissent faire véritablement leur travail, puissent contribuer à la lutte? Vous avez parlé de, on va dire, de sensibilisation également. Vous avez évoqué la question du sensibilisation. Il y a forcément d'autres conditions à réunir pour que les journalistes puissent... Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a dans la batterie donc, de mesures que le président a arrêtées, les entreprises vont être certainement, ça va impacter les entreprises parce qu'en temps normal, les chiffres de vente sont salés, je parle sous le contrôle de la Salée. Écoutez, les chiffres de vente, on les connaît, les chiffres de vente sont en deçà de ce qu'on attendait. Ce n'est pas en cette période-là, même s'il y a un besoin d'information, mais écoutez, les gens font beaucoup plus de la titrologie que de l'achat des journaux. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas lié à la crise du coronavirus. Non, ce n'est pas lié, mais je pense qu'il ne faut pas non plus aussi dissocier. Je pense que, je sais un peu de quoi je parle. Est-ce que vous pensez à vous réadapter ou à vous adapter en cas de confinement total? Madame, aujourd'hui, il n'y a pas une seule entreprise de presse. Moi, je suis président du GEPSI, qui n'est pas en train donc, de s'adapter. Et je crois que la plupart donc, des journaux, je dis bien, les journaux donc, membres du GEPSI, ont tous un site en ligne, c'est clair. Voilà, et donc je pense que par rapport à cela, support papier et support digital... Si vous restez en ligne, que vous ne venez pas sur les réseaux sociaux, ça sera compliqué. Je vous propose, on va aller écouter encore Dr Bamba de l'Université de Cocody. Il nous explique le rôle que devaient jouer les journalistes en cette période de crise-là. On a des médias qui relaient l'information gouvernementale sur des pouvoirs publics quant aux mesures prises, au moment où d'autres, au lieu de cette union sacrée dont on a besoin en pareilles circonstances, dans la mesure où on est dans un cas de pandémie, on constate ici vraiment que les journaux sont en deux blocs opposés. Voilà, ceux qui parlent des mesures et ceux qui sont toujours à la recherche du petit point qui ferait la différence avec les autres. C'est bien, lorsqu'on est dans un cadre d'opinion, d'échange d'opinion, cela ne poserait pas problème. Mais ici, c'est un cas de santé publique, c'est une crise sanitaire qui n'est même pas nationale, elle est internationale, elle est mondiale. Le rôle de la presse est le rôle, disons, premier de toute presse, informer et dans le cas présent, sensibiliser. Il y a une véritable éducation aux médias qui ne concerne pas seulement à critiquer pour critiquer, dans la mesure où il faut faire prendre conscience à la population de la dangerosité de la maladie et en même temps la sensibiliser pour que cette population-là puisse en tout cas tenir compte des différentes mesures pour pouvoir se prémunir de la maladie pour ne pas que cela devienne des cas totalement incontrôlables. Salut Tchemoko. Bien, je pense que il faut qu'on soit tous responsables, objectifs. L'OMS a dit que les pays africains devraient se préparer au pire. On a vu les réactions que cette déclaration a suscité. Mais c'est ça le pragmatisme. Nos États ne sont pas prêts à gérer ce genre de pandémie. On voit dans les États développés, que ce soit la Chine, que ce soit l'Italie, que ce soit la France, l'Allemagne, on voit avec quelles difficultés ces États-là s'organisent pour lutter contre cette maladie. Et donc, nous n'avons pas le millième de leurs moyens. Nous devons être extrêmement rigoureux dans ce que nous faisons. Vous allez voir que bientôt, la presse papier, les journalistes vont avoir du mal à circuler si la tendance haussière de la maladie continue. Il va arriver un moment où les journalistes ne pourront plus travailler correctement, ceux qui font la presse professionnelle. Et donc, tout le monde va se rabattre sur les médias sociaux. Même si les journaux ont des sites internet,
le modèle de travail ne change pas. Boni, Patrice, moi, ne pouvons pas balancer une information comme ça parce qu'on est en ligne. Non, il va falloir, sur le même circuit, recouper, vérifier, aller aux meilleures sources avant de venir mettre l'information. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a un système de veille qui permet... Il vous a répondu oui. Non, moi je suis désolé, hein, ça n'existe pas. Alors, voilà. On ne va pas reprendre le débat, vous l'avez mené tout à l'heure. On est à l'étape des solutions. Oui. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que les médias jouent leur rôle dans cette crise-là? Laissez-le continuer, qu'est-ce que vous allez payer? Non, la veille, c'est un dispositif étatique qui permet de combattre les fausses informations sur les réseaux sociaux. Dans pas que de combattre. La veille, c'est forcément pour combattre les fausses informations. Mais bien sûr. La veille, c'est aussi de remonter l'information, de recueillir les préoccupations des populations et d'y apporter une solution. On est en crise sanitaire. On est en crise sanitaire. En crise sanitaire. Donc il faut renforcer le système de veille, c'est cela? Non, vous permettez que... Oui, je vous permets. Vous voyez, beaucoup d'Ivoiriens s'inquiétaient du silence du chef de l'État. Nous-mêmes, journalistes, les gens nous appelaient partout. Pourquoi le président ne parle pas? Est-ce qu'il n'est pas atteint? Et ainsi de suite. Hier, il s'est exprimé. Ça a soulagé beaucoup de monde. Dans le pays, il y a une sorte de tension qui a baissé. Quand on dit que telle autorité est malade et qu'il n'y a pas une réaction derrière, il y a une tension qui continue de se créer. Et donc, quand je parle de veille, c'est la capacité à réagir au niveau étatique pour casser la rumeur. Parce que dans cette situation, le danger va venir de la désinformation. Les Ivoiriens, les journaux même, ne sont même pas achetés. Même quand on a fait une vraie information qu'on a mis dans un journal, les gens ne lisent même pas ces journaux-là. Chacun est un portable. S'il vous plaît, pour me laisser finir au moins. Allez-y, voilà. Je veux dire que on peut défendre ici le système. La première solution, renforcer le système de veille. Deuxième solution. Voilà, il faut que la deuxième solution, il faut que l'État. Je ne sais pas si vous parlez des solutions pour les journalistes ou bien si c'est pour régler la crise. Pour les journalistes, pour les médias, pour que les médias jouent effectivement leur rôle dans cette crise-là. Oui, mais ce n'est pas pendant cette crise-là qu'on va sauver la presse papier qui est en crise. Hein. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Ce qu'on peut demander, c'est qu'il y ait des aménagements pour que les journalistes qui font la presse classique puissent circuler. Sur ce plateau, il y a des confrères qui ne sont pas venus parce que, bon, on disait qu'ils ont peur qu'après l'émission, le couvre-feu les prenne en route. Mais nous sommes là. Donc il va falloir qu'il y ait des aménagements. Et que les ministres, les directeurs de communication, qui sont dans les cabinets ministériels, qui sont payés avec l'argent public, jouent leur rôle. Vous ne savez pas avec quel mépris ces individus-là, qui sont dans les ministères, répondent aux journalistes quand ils les approchent pour avoir les informations. Oui, ça, Félix l'a dit. Mais justement, c'est inacceptable. Et il va falloir qu'on fasse le débat un jour. Ils sont payés pour quoi? Pourquoi ils retiennent l'information? Pourquoi ils ne peuvent rien dire? Vous avez une petite information à vérifier. Il faut monter une échelle de près de 40 marches avant d'avoir l'information. Alors, ça ne devait plus se reproduire parce que sur ce plateau, le responsable du CICG l'a dit, quand vous êtes bloqué au niveau des ministères techniques, vous pouvez vous rabattre sur le CICG pour avoir l'information. Madame, je voulais dire que pour que Assalé parle comme il parle, pour que Boni, il faut dire vraiment qu'ils ont vécu des expériences vraiment fâcheuses. Vraiment, je pense que peut-être au nom de mes collègues, de ces ministères techniques, il faut peut-être présenter nos excuses publiques. Et voilà, cela ne devrait plus se reproduire. Mais je pense que pour l'intelligence du débat, l'enjeu ici, c'est comment les médias devraient se comporter dans la gestion de cette crise. C'est de ça qu'il s'agit. Le CICG, les dispositions... Oui, pour être plus efficace, c'est ce que il a compris. Oui, au niveau du CICG... Et donc, en termes de communication, en termes de tout ce qui doit être fait pour que les journalistes puissent travailler, je pense que ces dispositions sont prises, il y a une bonne collaboration. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir ces médias qui se sont appropriés. Parce qu'ils collaborent avec le gouvernement, ils amplifient les messages de sensibilisation du gouvernement, ils le font très bien. Je pense que le partenariat est bien engagé, il devrait se renforcer malgré les difficultés de parcours qu'il y a eu. Comme je l'ai dit, si vous parlez comme vous parlez, c'est que vraiment il y a eu quelques difficultés. Et je pense que nous avons bien compris, on a pris bonne note, cela ne devrait plus se reproduire. Ces structures sont là. Peut-être que bon, tout le monde au départ est un peu... voilà, mais ce n'est pas une raison
pour ne pas se mettre à votre disposition. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'autre au niveau du CICG? Vous pilotez la communication gouvernementale, vous avez dit, vous allez renforcer le système de veille. Il y a un comité qui est mis en place. Qu'est-ce que vous attendez d'autre des journalistes? Non, je pense que, écoutez, les journalistes, je pense que c'est des professionnels. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils ont été dans des écoles de journalisme ou bien ils ont appris le journalisme. Ils savent ce que c'est que la vraie information. Le travail est déjà satisfaisant. Ils font le travail. Je pense qu'il est satisfaisant. Il est satisfaisant, mais comme il y a encore des zones rurales qui ne sont pas, notamment chez Assalé, je pense qu'il faut renforcer la communication dans ces zones rurales. Mais Assalé, avec les radios locales? Oui, avec les radios. Mais il faut dire d'ailleurs que nous avons, vous, la télévision aussi, vous avez développé des programmes en langue nationale. Je crois qu'il y a le ministère de la Santé a développé des programmes de sensibilisation en environ une dizaine de langues nationales qui sont diffusées. Et je pense que les maires qui ont des radios rurales, les radios de proximité, nous devons les utiliser à fond. Nous devons vraiment mettre les informations à la disposition des populations, même dans les zones les plus reculées. Cela dit, il y a un bon travail qui se fait, il faut renforcer dans la responsabilité, dans la discipline. Allez-y. Alors, comme la communication et l'information, c'est le second pilier pour lutter efficacement contre cette pandémie, je pense qu'il faut effectivement renforcer la collaboration avec les médias. Merci au directeur du CICG qui nous le promet. J'espère que ceux qui nous ont écoutés également, qui ont entendu nos frustrations, vont davantage se mettre à notre disposition pour qu'on puisse ensemble mener notre mission. Vous parlez des directions de communication. Bien sûr, pour qu'ensemble on puisse jouer notre rôle citoyen, parce que c'est un rôle citoyen que nous jouons, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour eux, c'est pour toute notre population. Nous, par exemple, qui avons des flashs que nous faisons régulièrement à tout instant, c'est une possibilité, un grand moyen pour vraiment stopper les rumeurs. Et je souhaite que tous ces directeurs de communication profitent de ces plateformes, de ces possibilités qu'on leur offre. Je propose également qu'éventuellement, dans l'évaluation que le chef de l'État a demandé de faire, que cette évaluation se fasse le plus rapidement, qu'il y ait quand même un appui aux médias, parce qu'il y aura suffisamment de manques à gagner. Et cet appui ne se limite pas seulement aux médias au niveau d'Abidjan, mais qu'on l'étende à toutes les radios de proximité. Je dirais même qu'il faudrait penser à une réquisition de toutes ces radios de proximité, de sorte qu'il y ait des messages relais sur toutes ces radios qui sont beaucoup écoutées dans les régions rurales, de sorte que toute la population, alors là, tous les 24 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, soient informés des mesures prises et de l'évolution progressive de cette maladie, peut-être progressive de la disparition progressive de cette pandémie sur notre territoire. Un dernier mot, Patricia. Oui, rapidement, protéger les populations en 20 secondes, j'espère que je pourrai exprimer ce que je voulais dire. Protéger les populations contre le coronavirus, je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Le président de la République l'a dit hier, les médias, nous sommes sur ce plateau pour faire le débat. Ils doivent assumer leur responsabilité. Je pense que nous assumons pleinement notre responsabilité. Nous allons demander, je pense qu'avec l'autorisation de M. Sanogo qui est avec nous, qu'on puisse aussi nous appuyer par rapport donc, au travail que le Premier ministre va faire, que le président lui a demandé de faire un rapport pour essayer donc d'évaluer un peu les différents coûts par rapport à cette crise-là. Donc en ce qui concerne les médias, on a aussi notre plaidoyer par rapport à cela, Félix le disait, il faut appuyer les médias. Mais je pense que c'est le rôle de tout le monde parce que effectivement c'est une crise qui ne choisit pas ou qui ne trie pas. Et donc nous serons là pour en tout cas assumer ou alors, je pense, continuer à relayer l'information juste. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée à la responsabilité des médias face au coronavirus. Oui, le dernier tour. Merci de nous avoir suivis. Vous en avez dit beaucoup. Merci à vous, Assalé Tiemoko, Bakary Sanogo, Patrice Yao, Félix Boni. Merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, vous avez rendez-vous avec Victorien Angwa pour une autre émission spéciale sur le coronavirus. Je dois rappeler que ce jour, notre pays a enregistré 48 nouveaux cas, ce qui a fait grimper le nombre de malades à 73. Lavons-nous régulièrement les mains au savon, évitons de nous serrer les mains, évitons les embrassades, évitons les contacts physiques inutiles, observons avec rigueur les mesures d'hygiène. Notre survie et celle des personnes que nous aimons en dépendent. Bonsoir.